Le stress et la gestion du stress est un concept qui n'est pas facile à comprendre. Mais bonne nouvelle, j'ai trouvé sur le site de l'INSERM un article intéressant dont je vais tout simplement et sans aucune prétention faire la lecture. Donc évidemment, ce texte ne m'appartient absolument pas et vous avez bien compris que faire la lecture d'un texte ne me donne aucun droit. Donc le stress dans tous ses états, c'est le titre de l'article proposé, écrit par Marie-Pierre Moisan et Michel Le Moal, donc qui font partie de l'INSERM. Je répète, je vous en fais la lecture afin que vous compreniez bien ce qu'est le stress, parce que les explications ne sont pas toujours évidentes, et lorsque vous faites des recherches sur Internet, il y a des informations, mais bon, les spécialistes sont là pour nous en parler. Le concept psychobiologique du stress s'est construit progressivement depuis les années 1930. La compréhension des mécanismes neurobiologiques sous-jacents a connu une évolution spectaculaire ces dernières années. Bonne nouvelle, non? Cette synthèse fait le point sur ces connaissances en opposant stress aigu et stress chronique, donc il faudra bien faire la différence entre les deux. Le premier correspond à une réponse adaptative et nécessaire à la survie. Il met en jeu de multiples médiateurs, neurotransmetteurs, neuropeptides et hormones coordonnés dans le temps et dans l'espace. Le stress chronique, lui, est en revanche délétère et conduit chez l'individu vulnérable à diverses pathologies. Ces effets néfastes résultent d'une dérégulation des systèmes de stress dont les divers mécanismes évoqués sont présentés dans cet article. Donc là, vous voyez, alors je fais de temps en temps des commentaires. Vous voyez, là, on distingue, on dit le stress. Comment gérer le stress? Eh bien, pour gérer le stress, de mon point de vue, il faut le connaître. Il faut en connaître les bases, les causes. Donc là, vous percevez qu'on va pouvoir distinguer le stress chronique, donc il va durer dans le temps, du stress aigu. Pour prendre une image peut-être un peu ridicule, qui n'engage que moi, vous prenez une aiguille, vous piquez votre peau, et vous enlevez aussitôt l'aiguille. Donc ça veut dire que vous avez reçu une piqûre, mais en enlevant l'aiguille, la piqûre, l'effet de la piqûre, s'en va. Donc ça veut dire que c'est assez rapide. On peut dire par exemple, c'est un stress aigu. Mais si vous mettez l'aiguille et que vous laissez appuyer et qu'à la limite vous continuez à appuyer pendant 10 minutes, un quart d'heure, eh bien vous voyez bien que ce stress qui était chronique, enfin qui était aigu au départ, mais qui est devenu chronique parce que vous avez conservé l'aiguille piquée, eh bien vous comprenez mieux la différence entre ce qui pourrait être le stress aigu du stress chronique. On sépare les deux. Depuis quelques décennies, le terme de stress est passé dans le langage commun et est invoqué comme facteur ou processus conduisant, ou du moins contribuant, à des pathologies aussi diverses que les maladies cardiovasculaires, les troubles de l'humeur, l'anxiété, les désordres métaboliques, les pathologies auto-immunes et inflammatoires et les troubles musculo-squelettiques. Donc vous voyez que
ce stress, en fait, il peut avoir des effets très divers et qu'il faut connaître pour mieux gérer ce stress. Nous sommes tous concernés par le stress qui se manifeste dans notre vie sociale, affective, mais aussi professionnelle. D'un point de vue scientifique, depuis la première définition de Hans Selye, H-A-N-S, plus loin, S-E-L-Y-E, en 1936, les concepts associés au stress ont largement évolué, passant d'une réaction physiologique non spécifique à des processus psychobiologiques complexes, fortement dépendants de l'individu. Autrement dit, il n'y a pas un stress, mais des stress qui dépendent de l'individu et donc de la vie, de l'histoire de l'individu. Les réponses de stress sont nécessaires à la survie et ne deviennent délétères que lorsqu'elles sont sollicitées de façon chronique. Vous vous souvenez, on bascule de ce qui est... On fait la part des choses, on distingue ce qui est aigu, donc qui ne dure pas longtemps, de ce qui est chronique, ça veut dire qui dure longtemps, un état qui dure longtemps. Cette synthèse, donc dans l'article proposé, a pour objectif d'exposer et de discuter l'état des connaissances sur la psychobiologie du stress. Quels sont les stresseurs et qu'est le stress? Autrement dit, stresseur et stress, point d'interrogation. Le terme stress et certains aspects du concept qui lui est rattaché ont été introduits par Hans Selye en 1936. Ce concept est contemporain de la notion d'homéostasie proposée par Walter Cannon, en continuité avec celle de fixité du milieu intérieur qui a été développée auparavant par Claude Bernard vers 1850. Stress est un mot anglais qui vient de la mécanique et veut dire contrainte. Charge. Donc ce terme est utilisé d'une manière inconsidérée et le flou lexical et sémantique est dû à Hans Selye lui-même. En toute rigueur, stress est le stresseur. C'est le stresseur. C'est-à-dire, entre parenthèses, donc le facteur de stress. Et strain, qui se traduit par surmenage et fatigue, le processus qui survient en réponse au stress. Il faut donc distinguer, pour le moins, stresseur et stress. Si ce dernier garde, à tort peut-être, le sens que lui a donné Selye, c'est-à-dire la conséquence biologique. Selon Hans Selye, le stress est la réponse de l'organisme à toute sollicitation qui lui est faite. Réponse de l'organisme à toute sollicitation qui lui est faite. Ce stress se caractérise par une réaction physiologique linéaire, c'est-à-dire par la libération de cortisol. Donc je répète que ce stress se caractérise par une réaction physiologique linéaire, donc libération de cortisol, qui n'est pas spécifique du stresseur. Ce concept a commencé à être contredit à partir des années 1960. Par exemple, par John Mason,
qui a démontré l'importance de l'activation émotionnelle dans l'intensité des réponses de stress. Par la suite, la théorie cognitive du stress fut élaborée par plusieurs auteurs. Par exemple, Seymour Levin montra dans une série d'études sur l'aversion conditionnée au goût chez l'animal les influences de la nouveauté, de l'imprévisibilité et du manque de contrôle sur la modulation de la réponse biologique du stress. L'évaluation cognitive est cruciale dans l'activation émotionnelle et physiologique qui s'ensuit, ce qui rejoint les théories de coping élaborées par les neuropsychologues. Alors les théories de coping c'est C-O-P-I-N-G. Ainsi, Robert Lazarus et Susan Folkman ont énoncé le concept transactionnel du stress défini comme le déséquilibre entre les sollicitations faites à l'individu et les ressources dont il dispose pour les affronter. Je répète, le déséquilibre entre les sollicitations faites à l'individu et les ressources dont il dispose pour les affronter. Cette théorie prend en compte la forte variabilité inter-individuelle observée dans les réponses de stress, relevant à la fois du patrimoine génétique et de l'histoire personnelle. Depuis les progrès de la neurobiologie, par le biais d'études chez des modèles animaux et de la neuroimagerie chez l'homme, ont permis de décrire un ensemble complexe d'événements neurobiologiques mis en jeu lorsque l'individu est soumis à un stresseur. Ainsi, le stress peut être considéré comme un concept fondamental psychobiologique. Les stresseurs agissant par l'intermédiaire de processus cognitifs et émotionnels, et tout phénomène mental ayant par essence une correspondance cérébrale biologique. Je répète. Le stress peut être considéré comme un concept fondamentalement psychobiologique. Les stresseurs agissant par l'intermédiaire de processus cognitifs et émotionnels, tout phénomène mental ayant par essence une correspondance cérébrale et biologique. Le stress aigu. Commençons par le stress aigu. Alors, en quoi le stress aigu est-il adaptatif? D'abord, il y a de multiples médiateurs biologiques impliqués dans ce stress aigu. Un événement isolé, ressenti comme une menace, une situation d'incertitude ou d'imprévisibilité, conduisent à un stress aigu et à la recherche d'un nouvel équilibre. La mise en place des réponses psychobiologiques est généralement inconsciente. L'amygdale, A-M-Y-G-D-A-L-E, ou bien ce que l'on appelle le complexe amygdalien, c'est-à-dire l'ensemble de noyaux situés dans le lobe temporal médian, une région impliquée
dans les intégrations émotionnelles. Donc je disais, l'amygdale, on va dire l'amygdale, en interaction avec le locus ceruleus, qui lui est un noyau du tronc cérébral recevant les informations de la périphérie, eh bien, donc je disais que le lobe temporal, enfin l'amygdale plutôt, en interaction avec le locus ceruleus, a un rôle clé. Donc l'amygdale a un rôle clé en interaction avec le locus ceruleus dans l'orchestration des réponses comportementales et biologiques de stress dans le cerveau et le reste du corps. Donc là, vous voyez qu'on a le complexe amygdalien qui intervient, le locus ceruleus, donc rôle important dans la mise en relation, en quelque sorte, des relations ou des réponses comportementales, du moins, et des réponses biologiques de stress, donc en relation évidemment avec ce cerveau et le reste du corps. Donc ça veut dire que le stress génère quelque chose, et ce quelque chose induit des réactions et des relations, une communication en quelque sorte. Ces deux structures, donc amygdale et locus ceruleus, sont interconnectées par leur projection neuronale réciproque et entraînent une prompte activation du cerveau. Action-réaction. Après une première phase de perception inconsciente, l'activation de l'amygdale est, dans une deuxième phase, modulée par ces connexions neuronales, d'une part avec le cortex préfrontal, qui est une région déterminante pour l'évaluation cognitive des informations reçues, et d'autre part avec l'hippocampe, qui est une structure clé dans la mémoire des expériences similaires déjà vécues. Donc là, vous voyez, on a déjà 4 acteurs: l'amygdale, le locus ceruleus, le cortex préfrontal et l'hippocampe. L'intervention de ces structures cérébrales contribue largement à la variabilité individuelle observée dans les réponses du stress. Alors, vous pouvez, si vous voulez, essayer de trouver une figure que vous allez pouvoir retrouver dans cet article d'ailleurs, dont le lien est mis en fin d'étude. Eh bien, dans cette figure 1, vous avez une présentation de médiateurs biologiques des réponses de stress. Et on vous dit que le cerveau occupe une place centrale dans les réponses de stress aigu et permet l'action concertée de l'ensemble des médiateurs biologiques impliqués à travers les réseaux neuronaux interconnectés. Selon les espèces, le glucocorticoïde majeur est le cortisol chez l'homme ou la corticostérone chez les rongeurs. Alors, dans cette figure, on vous présente différentes choses correspondant au cerveau, donc le thalamus, l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire, entre guillemets, pas que ça, l'amygdale, qui gère les émotions, le locus ceruleus, qui correspond à l'activation du système nerveux autonome. On vous présente des nerfs terminaux, médula, cortex des glandes surrénales, avec synthèse entre autres de catécholamine et adrénaline et noradrénaline en relation avec ces nerfs terminaux sympathiques
et cette glande surrénale. Biosynthèse également de glucocorticoïdes, c'est-à-dire cortisol ou corticostérone. On vous montre un lien avec l'ACTH, le CRH, dont je vais vous parler tout à l'heure, l'hypophyse, l'hypothalamus, qui correspond à l'activation de l'axe corticotrope, et puis le cortex préfrontal, où il y a un traitement des informations et notamment des prises de décision. Et puis on vous montre que le stresseur, il arrive, il est là, et puis il va agir, et son action va déclencher toute une cascade de médiateurs biologiques en réponse à ce stress. Donc regardez ce schéma, parce que je ne peux pas vous l'expliquer vu que je ne présente pas les documents. Alors, la stimulation du locus ceruleus active en particulier le cortex préfrontal par le biais de ses nombreuses projections noradrénergiques. Donc ça fait penser à noradrénaline. La stimulation de l'amygdale entraîne la libération rapide de neurotransmetteurs tels que la dopamine, l'acétylcholine, la sérotonine et la noradrénaline, et libération également de peptides tels que la corticolibérine, appelée CRH ou corticotropin releasing hormone, dont les cellules productrices sont interconnectées avec le locus ceruleus. Ces facteurs permettent un éveil émotionnel, une augmentation de la vigilance et du traitement des informations reçues et conduisent à un choix de la stratégie optimale pour faire face aux stresseurs. La réponse biologique de stress se propage dans le reste du corps par l'action de la CRH. En agissant sur le locus ceruleus, la CRH conduit à la synthèse et à la libération d'adrénaline et de noradrénaline par la médulla des glandes surrénales, ainsi qu'à la libération de noradrénaline par les nerfs terminaux sympathiques dans tout le corps. Parallèlement, la stimulation de l'amygdale active l'axe corticotrope en provoquant la synthèse de CRH dans l'hypothalamus. La CRH et d'autres sécrétions, donc sécrétagogues, on va dire, dont l'arginine vasopressine, AVP, vont être transportées de l'hypothalamus vers l'hypophyse via le système porte et conduire à la libération d'adrénocorticotrophine, ACTH, dans le sang. À son tour, l'ACTH va stimuler la synthèse et la libération des hormones glucocorticoïdes, donc cortisol chez l'homme, et corticostérone chez les rongeurs de laboratoire, entre guillemets. Et ceci, donc libération des hormones glucocorticoïdes à partir du cortex des glandes surrénales. En périphérie, les hormones du stress, donc glucocorticoïdes et catécholamines, vont agir en augmentant le tonus vasculaire, la pression artérielle et la fréquence respiratoire. Ces mêmes hormones vont mobiliser les facteurs génétiques par leur action catabolique sur les protéines et les lipides, donc stimulation de facteurs génétiques, et les diriger vers les muscles et le cerveau afin de subvenir aux besoins des réponses comportementales
par exemple la fuite ou le combat. Enfin, les hormones du stress vont transitoirement accroître l'immunité et inhiber également, transitoirement, des fonctions coûteuses en énergie telles que la digestion, la croissance et la reproduction. Ces modifications biologiques doivent être limitées dans le temps pour ne pas affecter l'organisme. Les hormones du stress, cortisol et catécholamine, vont agir en retour sur le cerveau pour éteindre les réponses de stress et recouvrer l'homéostasie, ainsi que pour stocker dans la mémoire les nouvelles informations qui seront utiles lors d'une future exposition à un stresseur similaire. En quoi les réponses de stress sont-elles organisées dans l'espace et dans le temps? Les différentes molécules impliquées ont chacune des niches spatio-temporelles spécifiques, conditionnées par les sites de libération de ces médiateurs, la localisation spécifique de leurs récepteurs, ainsi que l'affinité et le type de molécules réceptrices. Typiquement, les neurotransmetteurs, tels que la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine, et les peptides, tels que CRH et AVP, vont agir, donc ces neurotransmetteurs et ces peptides, vont agir très vite dans les minutes, voire les secondes qui suivent l'apparition du stresseur, et vont cesser leur activité tout aussi rapidement. Ils exercent leur action via des récepteurs membranaires couplés aux protéines G qui transfèrent rapidement leur activation à des effecteurs en aval, altérant ainsi le fonctionnement des neurones exprimant ces récepteurs. En revanche, l'action des hormones glucocorticoïdes est plus tardive. Ces hormones se lient à des récepteurs intracellulaires, c'est-à-dire des récepteurs aux minéralocorticoïdes, grand M, grand R, et aux glucocorticoïdes, grand G, grand R, donc GR. Donc, je répète qu'en revanche, l'action des hormones glucocorticoïdes est plus tardive, et ces hormones se lient à des récepteurs intracellulaires, donc on avait dit MR et GR, qui vont migrer ensuite vers le noyau, où ils agissent en tant que facteurs de transcription en altérant l'expression des gènes et donc certaines fonctions cellulaires. Ainsi, ces hormones vont agir avec un délai d'environ 1 heure, mais leur action va durer plusieurs heures après l'apparition du stresseur. Ces réponses en vagues successives servent des fonctions différentes, c'est-à-dire la première vague promeut la vigilance, l'évaluation de la situation et la prise de décision, alors que la deuxième vague permet une réponse adaptative prolongée, par exemple la consolidation de la mémoire des informations liées au stresseur. Alors on vous présente une figure numéro 2, que vous allez pouvoir retrouver dans l'article, où on vous montre, on vous donne par des cercles concentriques, donc on vous montre des couleurs correspondant à des choses qui sont écrites à l'intérieur. Donc par exemple, on a tout d'abord un petit cercle blanc, le stress au temps t égale 0. Et puis on vous donne une couronne colorée en jaune, jaune clair, montrant les effets de la seconde à la minute, avec sécrétion de neuroamines et de neuropeptides. Donc on a bien là des effets rapides synaptiques. Puis, au-delà de ce cercle jaune clair, on a un cercle orangé,
légèrement orangé, où on vous montre les effets de la minute à l'heure, donc l'action des neuropeptides et de la nor et des monoamines qui se prolongent, et puis également donc effet des hormones glucocorticoïdes, donc j'ai oublié de vous dire qu'ils existaient également dans le cercle jaune clair. Et puis encore un petit peu plus de temps après, on a en orange très foncé, marron clair, les effets de l'heure au jour ou au mois. Donc des effets qui se prolongent durant une heure, durant un jour, durant un mois. Eh bien on a donc les monoamines ont cessé leur action, mais elles agissent encore un petit peu. Les neuropeptides, même principe, ont cessé globalement leur action, mais agissent encore un petit peu. Et les hormones glucocorticoïdes, qui agissaient peu dans le premier cercle jaune clair, eh bien, vont agir maintenant de manière importante. Et donc, dans ce jaune orange foncé, on a des effets génomiques, donc au niveau des gènes évidemment, alors que dans le cercle orange moyen précédent, on avait surtout des facteurs de transcription. Donc ça veut dire que dans cette figure 2, on vous montre le décours temporel des réponses du stress. Les flèches épaisses montrent la durée d'action des différents médiateurs qui est liée au type de récepteur mis en jeu. Donc, je vous ai fait la description précédemment. Cependant, ce découpage temporel n'est pas aussi strict. Évidemment, on n'a pas des cercles concentriques correspondant à la réalité. Donc, comme schématisé par les flèches fines, les hormones glucocorticoïdes ont aussi des actions rapides via leur liaison à des récepteurs membranaires, et les neuropeptides, eux, et monoamines, entraînent des changements génomiques prolongés en régulant des facteurs de transcription. Donc voilà, si vous avez regardé cette figure numéro 2. Enfin, l'action concertée de toutes ces molécules médiatrices du stress est rendue possible par la convergence spatiale de leurs actions sous forme de réseaux, les points chauds, étant le cortex préfrontal, l'amygdale, l'hippocampe et des lieux de synthèse des neurotransmetteurs, donc c'est-à-dire par exemple le locus ceruleus et les noyaux du raphe, R-A-P-H-E accent aigu. Bien que chaque médiateur possède des caractéristiques propres, sa contribution à ce médiateur fonctionnelle à la réponse du stress dépend de son interaction avec les autres médiateurs par le biais de ces réseaux interconnectés. Le terme de neurosymphonie du stress a été employé par Joels et Barham pour qualifier ce système complexe de réponse de stress, si finement coordonné, très conservé au cours de l'évolution et surtout essentiel à la survie. Donc voilà pour le stress aigu. Passons maintenant au stress chronique. Essayons de comprendre en quoi le stress chronique est une désadaptation conduisant à la pathologie. Dans des situations de stress chronique ou intense, la permanence des stresseurs empêche la récupération et le retour à l'équilibre. Et des traces vont durer dans l'organisme, objectivées par des symptômes biologiques et psychologiques. Il est ici question du passage du normal au pathologique. Les changements pathologiques se révèlent dans les jours, les semaines, voire les années qui suivent les événements stressants par une dérégulation des systèmes du stress. En quoi l'excès d'hormones glucocorticoïdes est-elle néfaste? Donc toujours dans ce stress chronique. Le stress chronique est classiquement associé à une sécrétion excessive de cholestérol. Sapolsky a été le premier à évoquer l'hypothèse de la cascade glucocorticoïde pour expliquer l'altération des fonctions cérébrales due à une exposition prolongée aux glucocorticoïdes.
Donc il y aura la figure 3 que je vais vous décrire tout à l'heure. Selon ce concept, la sécrétion répétée ou prolongée d'hormones glucocorticoïdes endommage en particulier les neurones hippocampiques, donc ils sont riches en récepteurs de cette hormone, et conduit à une levée de l'inhibition tonique qu'exerce l'hippocampe sur l'activation de l'axe corticotrope. La surproduction de glucocorticoïdes se pérennise via un cercle vicieux qui conduit à divers processus pathologiques, comme le montre la figure numéro 3, qui correspond à l'hypothèse de la cascade glucocorticoïde ou hypothèse neurotoxique. Donc on vous dit qu'il y a un stress et que l'on va avoir une hypersécrétion de cholestérol et de corticostérone. Alors cortisol chez l'homme. Et il va y avoir de ce fait-là des dysfonctionnements et fragilité des récepteurs hippocampiques, sachant que suite à l'hypersécrétion de cortisol, il va y avoir une régulation négative et une atrophie des neurones. Et puis lorsqu'il y a en conséquence donc ce dysfonctionnement fragile et donc une fragilité des récepteurs hippocampiques, il y a de ce fait-là une insensibilité au rétrocontrôle, d'où l'hypersécrétion qui est elle-même engagée et qui se poursuit. Et tous ces mécanismes, ces quatre choses dont je viens de vous parler, donc hypersécrétion de cortisol, régulation négative, atrophie des neurones, dysfonctionnement et fragilité des récepteurs hippocampiques et insensibilité du rétrocontrôle, eh bien, on a de ce fait-là une immunosuppression, une atrophie musculaire, une ostéoporose, une hypercalcémie, une hyperglycémie, une hyperlipidémie, une athérosclérose, des diabètes, des dépressions, et tout cela est possible. Alors, donc le postulat d'un effet direct des glucocorticoïdes sur le processus de neurodégénération est très controversé. En effet, chez les patients souffrant du syndrome de Cushing, c'est-à-dire tumeur de l'hypophyse ou des surrénales entraînant une sécrétion élevée et continue de cortisol, eh bien on observe une réduction du volume de l'hippocampe qui est en partie réversible après quelques semaines de traitement, suggérant qu'il n'y a pas de perte neuronale totale chez ces patients. Selon l'hypothèse actuelle, les glucocorticoïdes favoriseraient la neurotoxicité exercée par les acides aminés excitateurs, donc l'excitotoxicité. Cette excitotoxicité se traduit par des changements morphologiques de certaines régions du cerveau et modifie les connectivités synaptiques et donc le fonctionnement cérébral. Dans l'hippocampe, la diminution de l'arborisation des neurones de la région CA3 et une rétraction de leurs dendrites, ainsi qu'une perte des épines dendritiques après un stress prolongé, tout cela diminue de fait le nombre de connexions synaptiques entre neurones. Ce phénomène a également été observé dans le cortex préfrontal médian, alors que dans le noyau basolatéral de l'amygdale et le cortex orbitofrontal, on observe une hypertrophie des neurones. Parallèlement, la neurogénèse est ralentie dans le gyrus denté, donc hippocampe, et la survie des progéniteurs des neurones et des neurones matures de cette région de l'hippocampe est affectée. Le glutamate, régulé par les glucocorticoïdes, semble être causal dans les altérations structurales de l'hippocampe, puisque le blocage pharmacologique de ces récepteurs prévient l'atrophie dendritique observée dans les situations de stress chronique. Dans le noyau basolatéral de l'amygdale, l'inhibition de l'acide gamma-aminobutyrique, donc le GABA,
par les glucocorticoïdes serait responsable de la croissance dendritique et du développement des épines. Fonctionnellement, ces changements morphologiques dans le cerveau sont associés dans le cortex préfrontal à une altération de l'attention, de la mémoire de travail et de la flexibilité comportementale. Les modifications structurales dans l'hippocampe sont associées à des troubles de la mémoire spatiale et de l'apprentissage, alors que dans l'amygdale, l'hypertrophie dendritique est associée à une augmentation de la mémoire de peur, à de l'anxiété et de l'agressivité de la part des animaux. Quelques mois après l'arrêt des stresseurs, les neurones de l'hippocampe et du cortex préfrontal médian reviennent à leur conformation d'origine, ce qui confirme la plasticité neuronale. En revanche, l'hypertrophie de l'amygdale persiste après l'arrêt des stresseurs dans les modèles utilisés jusqu'à présent, dans la figure numéro 4 dont je vais vous parler tout à l'heure. Le rôle du remodelage des dendrites est considéré comme un processus adaptatif par certains auteurs. Il éviterait une suractivité du glutamate qui engendrerait des effets neurotoxiques irréversibles. Ce phénomène est d'ailleurs observé lors d'un stress aigu, quoique de manière moins développée qu'en réponse à un stress chronique. D'autres chercheurs pensent au contraire que la réduction de la taille et de la densité des épines dendritiques accroît la vulnérabilité des neurones aux effets neurotoxiques irréversibles. Donc dans la figure numéro 4, on vous montre les modifications structurales et fonctionnelles dans les régions interconnectées du cerveau suite à un stress chronique. Donc GR, on a les récepteurs des glucocorticoïdes, CRH, on a corticotropin releasing hormone ou corticolibéraline. Donc on a le stress chronique central et on a un grand cercle avec un certain espace. Donc on a une couronne en fait. Donc on a un stress chronique, l'amygdale intervient, le cortex préfrontal et l'hippocampe intervient. Dans le stress chronique, au niveau du cortex préfrontal, on a une diminution de l'expression de GR. Donc GR, ce sont les récepteurs des glucocorticoïdes. Avec une diminution du rétrocontrôle de l'axe corticotrope et une diminution de l'attention et de la flexibilité. Au niveau de l'amygdale, lorsqu'il y a un stress chronique, il y a une augmentation de l'excitabilité, une augmentation de l'expression du CRH, donc corticotropin releasing hormone, ou corticolibéraline, et une arborisation dendritique qui augmente. De ce fait-là, on va avoir une augmentation de l'excitabilité de l'axe corticotrope, une augmentation de l'excitabilité du système nerveux sympathique, et une augmentation de l'anxiété, et une augmentation de la mémoire émotionnelle, avec notamment une diminution de la valeur hédonique du stimulus. Concernant la réaction au niveau de l'hippocampe de ce stress, la réaction au stress chronique au niveau de l'hippocampe, on aura une diminution de l'expression de GR, donc des récepteurs des glucocorticoïdes, donc une atrophie réversible des dendrites et un ralentissement de la neurogénèse, et en conséquence, une diminution du rétrocontrôle de l'axe corticotrope, une diminution de la mémoire contextuelle, spatiale et déclarative, et une diminution de l'apprentissage. Donc là, on voit bien qu'au niveau du stress chronique, on a bien une action au niveau du cortex préfrontal, au niveau de l'amygdale et au niveau de l'hippocampe, par divers faits
entre guillemets, par diverses actions qui vont faire que ce stress chronique, eh bien, continue, en fait. Alors, donc on a dit, on avait dit que d'autres chercheurs pensent au contraire que la réduction de la taille et de la densité des épines dendritiques accroît la vulnérabilité des neurones aux effets neurotoxiques irréversibles. Bon. Maintenant, en quoi est-ce que l'hypoactivité des glucocorticoïdes est aussi délétère? À l'inverse de l'hypothèse de la cascade glucocorticoïde, un ensemble de données fait apparaître qu'une déficience du signal glucocorticoïde peut engendrer des effets aussi délétères que l'hyperactivité de cette hormone. On observe en effet dans plusieurs maladies dites liées au stress comme le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, l'épuisement professionnel ou l'état de stress post-traumatique. De plus, une série d'études récentes montre que le stress chronique chez l'homme est associé à une réduction de l'action du cortisol qui favoriserait l'activité pro-inflammatoire. Plusieurs mécanismes peuvent conduire à une diminution de l'efficacité des glucocorticoïdes. Une production et ou une biodisponibilité réduite, donc appelée hypocorticosolisme, une désensibilisation des récepteurs d'un sécrétagogue, par exemple CRH, AVP ou ACTH, une sensibilité augmentée au rétrocontrôle négatif ou une réponse réduite des tissus cibles qu'entraînerait par exemple une désensibilisation des récepteurs du cortisol, donc MR ou GR. Les mécanismes moléculaires conduisant à une désensibilisation ou à une hypersensibilisation de récepteurs sont probablement d'origine épigénétique. Par exemple, l'absence de soins maternels chez le raton entraîne une hyperméthylation du gène codant pour le récepteur GR dans l'hippocampe, réduisant ainsi le nombre de récepteurs dans cette structure et, par conséquent, l'efficacité du rétrocontrôle négatif de la sécrétion des glucocorticoïdes. De même, le même mécanisme est évoqué chez l'homme en réponse à la maltraitance chez l'enfant qui conduit à des comportements dépressifs et suicidaires. Le test de freinage à la dexaméthasone qui permet d'évaluer l'efficacité du rétrocontrôle des glucocorticoïdes est d'ailleurs utilisé comme marqueur des états dépressifs. Une revue récente conclut qu'un hypocorticosolisme se développe au décours d'un stress chronique prolongé. On peut succéder donc à cet état initial d'hyperactivité corticotrope qui évoluerait finalement en une hypoactivité corticotrope. Un défaut du signal glucocorticoïde a des conséquences physiopathologiques variées liées à l'excès d'activité des systèmes et des voies de signalisation qui sont normalement freinés par des niveaux efficaces de glucocorticoïdes. On peut mentionner la réponse immunitaire innée, qui est une source d'inflammation, l'activation du système nerveux sympathique et les voies de signalisation du CRH dans la figure 5 dont je vais vous parler tout à l'heure. L'inflammation, quand elle n'est pas maîtrisée, conduit à une augmentation de la libération de cytokines pro-inflammatoires qui peut participer à divers processus pathologiques dans l'organisme, dont les maladies cardiovasculaires, le diabète, certains troubles psychiatriques, voire le cancer. Donc dans cette figure 5, on parle de l'hypothèse de la signalisation glucocorticoïde déficiente suite à un stress chronique. Les systèmes normalement inhibés par les glucocorticoïdes sont suractivés et induisent différentes pathologies adaptées.
Par exemple, donc, lorsqu'il y a du cortisol et ou de la corticostérone, eh bien, il va y avoir donc bien sûr des récepteurs des glucocorticoïdes. Eh bien, il peut y avoir une déficience de signalisation en réponse à un stress chronique. Récepteurs des glucocorticoïdes, donc on peut avoir une réponse immune, une augmentation de la réponse immune, une augmentation du système CRH et une augmentation du système nerveux sympathique, avec notamment, donc si on considère les trois en même temps, une dépression, une fatigue, des douleurs chroniques, altération cognitive, altération de neurotransmetteurs, mort neuronale, résistance à l'insuline, ostéoporose ou réponse immunitaire acquise, donc cellules T par exemple, qui seront réduites. En conclusion, eh bien, l'étude du stress et de ses conséquences physiopathologiques est un domaine de recherche très actif. Au Canada, par exemple, c'est tout un institut qui est consacré, le Centre d'études de stress humain de Montréal, par exemple, et en France, on a un club stress rassemblant des neurobiologistes intéressés par le sujet, a récemment vu le jour au sein de la Société française des neurosciences. Cette synthèse non exhaustive souligne la sophistication des mécanismes biologiques de stress mis en place pour que les individus s'adaptent aux fluctuations de leur environnement. Le paradoxe, c'est que les mécanismes ne semblent pas adaptés aux situations de stress chronique que nous subissons dans nos sociétés modernes, en particulier celles qu'engendre la complexité des rapports sociaux. En tout cas, une grande variabilité individuelle existe dans les réponses de stress et la susceptibilité aux maladies qui leur sont associées. Cette variabilité, que nous n'avons pas abordée dans cette synthèse par manque de place et en partie d'origine génétique, mais aussi due aux événements de la vie. Une sensibilité particulière au stress est observée au cours du développement, de la période périnatale jusqu'à l'adolescence, façonnant la personnalité psychobiologique des individus. Le sujet âgé, dont l'axe corticotrope s'est modifié au cours du temps, est également très vulnérable aux effets du stress. La lecture est terminée. Merci.